Alors, je vous présente mes invités. À mes côtés, Renaud Vedel, conseiller d'État, ancien directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Bonjour, monsieur Vedel, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. À vos côtés, Michel Rouzeau, chef du service de l'inspection générale de l'administration, l'IGA, et vous étiez pilote d'un rapport de l'IGA, l'IGPN, l'IGGN, IGINSEE sur l'enregistrement des plaintes par les forces de sécurité intérieure en juin 2013. On parlera de ce rapport. Merci. Bonjour Michel Rouzeau, merci d'être avec nous. François Clanchet, actuel directeur de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, et vous étiez François Clanchet, préfet garateur du SSMSI et premier chef du SSMSI. Enfin, à vos côtés, général Patrick Thouac, chargé de mission à la DGGN, chef de bureau au sein du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure au moment donc de la création du SSMSI. En général, merci également d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va commencer avec vous, Renaud Vedel. Je le disais, vous étiez pour la période qui nous intéresse là maintenant au cabinet de Manuel Valls. Vous étiez donc aux premières loges des prémices de cette création du SSMSI. Quel était le contexte à cette époque-là en matière de sécurité et sur les chiffres afférents justement à cette sécurité? Les sujets de sécurité, enfin de mesure de la délinquance, donc de la sécurité, étaient un sujet politique. On était encore quelques années après la campagne de 2002, des années, enfin, après une alternance politique, deux quinquennats sur lesquels les statistiques de la délinquance avaient été au centre des préoccupations. Donc, moi, j'ai connu, d'ailleurs avec Michel Rouzeau, au sein du cabinet du directeur général de la police de l'époque, en 2002, cette flambée de délinquance qui a quand même occupé beaucoup les esprits. Alors, il y a la question de la mesure, on ne saura jamais quelle était la mesure réelle de cette poussée. Néanmoins, il y avait eu des facteurs d'organisation dans la police, la réduction du temps de travail, et la gendarmerie d'ailleurs, qui avait eu un impact équivalent, en tout cas dans la police, de 7800 suppressions d'effectifs. Il y avait eu les réformes pénales d'importance nécessaires du droit, enfin, sur la garde à vue. Il y avait eu également la réforme de la police de proximité, qui était une réforme d'organisation intéressante sur le plan de l'intervention de la relation avec la population, mais qui se traduisait par un surcoût organisationnel extrêmement élevé. Et tout cela, indépendamment des dynamiques sociales, avait entraîné une très forte poussée de la délinquance. Mais il y avait du coup des débats, et parfois, plutôt que de regarder la chose en face, on est tenté de s'intéresser à la mesure. Et comme l'outil était très imparfait, la numérisation dans la police nationale était très parcellaire, et Michel le dira. Et donc, il y avait plein de possibilités, je l'ai vécu de l'intérieur, de trappes à fait. Et donc, tout ça a conduit aussi, pour une raison politique, à la création d'un organisme qu'il faut quand même parler, parce que c'était le prédécesseur, qui était l'OND, d'abord, Observatoire national de la délinquance. Ensuite, baptisé Réponse pénale, parce qu'on a ajouté le volet judiciaire ensuite, qui après a disparu, et c'est pour moi un élément de regret. Donc voilà, ça c'est le contexte. La création de l'ONDRP, qui ensuite a, pendant une dizaine d'années, un peu moins, oui, à peu près une dizaine d'années, jouer un office, alors avec moins de garanties scientifiques très claires que la statistique publique. Il n'était pas dans le champ de la statistique publique, également par l'origine des gens qui y travaillaient, même s'il y avait des gens tout à fait estimables et sérieux, et aussi avec un rôle ou une équation, on va le dire comme ça, politique, un peu différente, qui avait des inconvénients, et en tant que récent magistrat, je vois bien ce que signifie l'indépendance, l'absence de conflit d'intérêts, etc. Et en même temps, une capacité par la capacité d'expression politique à peut-être davantage bousculer que ne peuvent le faire des administrations, y compris celles de la statistique publique, les autorités publiques, dans un débat. Et moi, personnellement, je suis convaincu, de par mon expérience de conseil ministériel, qu'il ne faut pas mettre sous le tapis les débats relatifs à la délinquance, à sa mesure, à ses phénomènes. Il faut qu'ils soient traités dans un contexte politique, pluraliste, partisan, y compris parfois conflictuel, mais que c'est très important pour que ces choses soient verbalisées. Et je voudrais reprendre un propos qu'a dit mon collègue en introduction sur les fake news. Le problème de la vérité et des vérités alternatives, c'est que les gens qui les énoncent et qui les martèlent savent pertinemment qu'elles sont fausses. Et donc, l'antidote ne suffit pas dans le fait d'avoir la vérité. Encore faut-il qu'elle soit propagée, diffusée. Et aujourd'hui, la dissolution numérique de l'information, des canaux, on va dire, organisés et collectifs, puisque désormais une grande partie de l'information est individualisée par les réseaux sociaux et par le sur-mesure, c'est ça qui fait la force de la désinformation. Et donc, il faut aussi, dans un organisme de diffusion de la statistique publique, penser à avoir cet effet.
Alors pour poursuivre sur le contexte de l'époque, je vous propose d'écouter une interview. C'est celle de Didier Quentin. Il est ancien député, co-rapporteur du rapport d'information relatif à la mesure statistique des délinquances et leurs conséquences. On l'écoute, Didier Quentin, et on pourra réagir derrière et on continuera avec François Clanchet pour voir quel était l'état de la statistique à ce moment-là. Oui, effectivement, il faut replacer cette affaire dans le contexte politique de l'époque. C'était le début de la présidence de François Hollande, du quinquennat de François Hollande, après celui de Nicolas Sarkozy. Il y avait un nouveau ministre de l'Intérieur qui était M. Manuel Valls, et il ne faut pas se cacher qu'il y avait un certain nombre de polémiques sur la manière dont avaient été traités toutes les années précédentes les problèmes de délinquance, les problèmes de sécurité. Le co-rapporteur, président de la mission, mon collègue Bouillennec à l'époque, et moi-même souhaitions non pas nourrir ces polémiques, mais nous placer dans une perspective d'avenir et améliorer les choses qui étaient à coup sûr perfectibles. Déjà à l'époque, ces problèmes de sécurité publique figuraient parmi les toutes premières préoccupations de nos concitoyens, et il était très difficile de savoir exactement la vérité. Et c'est ça qui était essentiel, que nos concitoyennes, concitoyens aient confiance dans les chiffres qui leur étaient communiqués pour voir l'évolution de ces problèmes de sécurité, de délinquance. On a essayé de faire avec mon collègue et d'autres membres de la commission des lois un travail aussi sérieux, rigoureux que possible, qui était un travail reposant sur des auditions. On a auditionné plus de 120 personnes, des agents de la police, de la gendarmerie nationale, des magistrats, des hauts fonctionnaires, des statisticiens bien sûr, parce que c'était ce par quoi pêchait peut-être ce système jusqu'alors, et c'est ce à quoi a remédié le service qui a été mis en place à la suite de notre rapport, c'est qu'il y avait peu de statisticiens. Donc beaucoup d'auditions, des visites sur place, et puis nous nous sommes informés aussi sur ce qui pouvait se passer dans les pays étrangers voisins, dans le cadre de l'Union européenne, et c'était intéressant d'avoir tous ces éclairages. La difficulté pouvait venir aussi de l'extrême complexité des références qui nous étaient apportées, des organismes qui étaient mêlés. Oui, alors tout ce qui allait dans l'approfondissement des informations qui étaient transmises. Donc un effort de rigueur, de fiabilité, et de cohérence aussi. Je signalais que dans ce fameux État 4001, certaines causes de délinquance importantes étaient oubliées et d'autres étaient peut-être prises excessivement en compte. Donc ça, c'était la recommandation principale, c'était le sérieux, la rigueur, la fiabilité, conduisant à faire appel justement à des statisticiens professionnels. Et puis, il nous semblait important de mieux ouvrir peut-être les résultats de ces statistiques vers le monde extérieur, aussi bien les élus locaux, la presse, les médias, parce que c'était une tendance peut-être à travailler un peu en vase clos. Il y avait un problème qui se posait aussi avec la périodicité. Il y avait des statistiques qui étaient communiquées pratiquement chaque mois, ce qui n'avait pas beaucoup de sens. Ce qui était plus intéressant, c'est d'avoir des tendances dans la durée. Enfin, il y avait un certain nombre de remarques de ce genre, et puis le fait aussi qu'il s'agissait de couvrir le plus largement possible tout le champ des délinquances possibles. Il y avait de nouvelles formes qui apparaissaient. Déjà à l'époque, je m'en souviens, les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, des sujets qui sont devenus depuis, parce que je rappelle que notre mission se déroulait entre la fin 2012 et le début 2013. Ce sont des sujets qui ont maintenant pris toute leur actualité, mais à l'époque c'était déjà moins connu. La violence routière, c'était des faits qui n'étaient pas encore
tellement pris en compte. Donc il y avait une actualisation permanente des faits de délinquance. Il fallait coller le plus possible aux réalités et avoir la culture, si je puis dire, non seulement des chiffres, mais la culture de l'exactitude et des résultats surtout. Oui, nous étions assez prudents dans la mise en service de ce service, c'est le cas de le dire. Finalement, nous avons été suivis beaucoup plus rapidement qu'on aurait pu le penser, puisqu'il a été créé dès 2014, d'où cet anniversaire. Et il y avait à cela différentes raisons. Ça pouvait sembler assez complexe. Il fallait constituer une équipe assez homogène que possible, avec une part importante de néostatisticiens. Il y avait aussi, on nous avançait parfois, ça ne nous a pas semblé un argument tellement fort, des obstacles budgétaires. Bon, je trouve que le jeu en valait la chandelle, c'était tout à fait essentiel, compte tenu de l'importance qu'avaient pris ces affaires dans nos débats, la couverture médiatique qui était faite de certains événements et l'exploitation peut-être parfois un peu abusive de certains incidents, accidents ou de certains crimes même, plus gravement. Donc ça a été une des difficultés que nous avons eues, mais il pouvait sembler tout à fait étonnant qu'une douzaine, même un peu plus de ministères soient dotés de services statistiques et que le ministère de l'Intérieur, alors que ces problèmes d'insécurité, de violence, de délinquance occupaient les premières pages des journaux, l'actualité constamment, ne soit pas traité de la sorte aussi rigoureusement que possible. Les organismes existants, ils étaient assez critiqués. Donc cet effort de rigueur a été accompli avec la présence de ces statisticiens, la supervision de l'INSEE, des services nationaux, des comparaisons européennes aussi. Il y a eu pas mal d'enseignements qui sont tirés de l'expérience britannique, Royaume-Uni. Je voyais récemment même qu'un pays comme la Finlande, dans les cours d'instruction civique qui sont donnés aux enfants, aux élèves, insistent sur la culture du fait, vérifier les faits vrais. Donc essayer de dissiper tout ce qui peut être rumeur, colportage. Et alors, avec l'émergence des réseaux sociaux, on voit qu'il y a évidemment beaucoup d'informations, de fausses informations, de fake news, comme on dit en mauvais français, qui se développent. C'était déjà un peu le cas à l'époque. Et ce que nous regrettions, c'est que les instruments statistiques, informatiques et autres, dont on pouvait déjà disposer à l'époque, je ne parle pas d'intelligence artificielle, ce n'était pas encore le cas, ne soient pas suffisamment utilisés. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de polémique sur ces chiffres de la délinquance. Eh bien là, les choses ont été clarifiées. Donc c'est plutôt positif. Ce que je souhaiterais voir se développer, c'est une meilleure communication vers les élus. Parce que ce sont dans ces mandats locaux, et notamment les mandats municipaux, que l'on connaît le mieux, presque au jour le jour, les problèmes de délinquance qui peuvent se poser. Donc une plus grande ouverture vers les élus, d'une manière générale, des informations régulières et se situant dans la durée, parce qu'il est important de voir les évolutions. Et puis surtout, le plus rapidement possible, la prise en compte de nouvelles formes de délinquance. Je citais tout à l'heure les violences routières, les violences envers les femmes, intrafamiliales, le narcotrafic, d'autres encore. Ces nouvelles formes de délinquance, il faut les suivre de très près. Donc voilà, Didier Quentin, co-rapporteur donc de ce rapport d'information parlementaire. Il a évoqué des sujets qu'évidemment nous allons évoquer sur la suite de la table ronde, mais également des sujets qu'on évoquera aussi cet après-midi. Il parlait notamment d'une meilleure communication auprès des élus. On aura Joseph Segura, qui est le secrétaire général adjoint de l'Association des maires des villes de France, qui sera avec nous cet après-midi, et je pense qu'il pourra en parler. François Clanchet, là on entend dans les propos de Didier Quentin, il y a de la polémique à l'époque sur la statistique, il y a des problèmes de fiabilité, de rigueur. Vous, vu de votre fenêtre, c'est quoi l'état de la statistique sur la délinquance à cette période ? Alors, à l'époque, quand on parlait de statistiques de la délinquance, on parlait en fait du fameux État 4001 qui a été cité, c'est-à-dire un système de comptage qui avait été
construit de façon assez subtile au début des années 70 et qui n'avait pas bougé depuis. C'est-à-dire qu'on avait une catégorie avec une catégorie de délinquance, je ne reviens pas dessus, qui avait un peu vieilli, il faut bien le dire, ça a été dit tout à l'heure. Et puis, dans les commissariats et dans les brigades, on faisait des décomptes quasiment à la main et on les faisait remonter jusqu'à la place Beauvau et puis elles étaient diffusées plus ou moins régulièrement, avec plus ou moins d'objectivité dans la façon dont elles étaient diffusées. Donc on avait ce système de comptage qui au départ était fait pour mesurer l'activité des brigades et des commissariats. C'était ça le but. C'était effectivement, comme le disait le général Pétillot tout à l'heure, c'était vraiment savoir ce qu'on travaillait. Et puis c'était devenu l'alpha et l'oméga de la sécurité en France. Et voilà, comme on n'avait que ça, et là on le dit souvent, quand on n'a qu'un chiffre, on le prend, comme on n'avait que ça pour mesurer la délinquance, et on confondait allègrement insécurité et délinquance, parce qu'on n'avait pas d'autre chose, on considérait que cet état 4001, c'était ça. La situation. Bon. Et donc, évidemment, c'était pour toutes les raisons qui j'ai été dites, assez insuffisant, mais d'une certaine façon, bien pratique aussi. Bon. Et puis, à côté de ça, on avait le système qui avait été mis en place par l'INSEE et par l'ONDRP quelques années avant, qui étaient les enquêtes de victimation, où là, on allait interroger un échantillon représentatif de la population, et on leur demandait, est-ce que vous avez été victime d'un vol, d'un cambriolage, d'un viol, déjà, ou tout simplement d'un vol dans la rue. Donc on avait toutes ces enquêtes qui avaient été construites de façon scientifiquement très, très, très solide, encore une fois, par l'INSEE et par l'ONDRP. Et de ce point de vue-là, ça a bien été dit par M. Vedel, l'ONDRP était vraiment une première étape dans l'émancipation de la statistique par rapport à cet outil qui, à l'époque, était un outil technique de mesure de l'activité judiciaire de la police et de la gendarmerie, qui faisait ce qu'on appelait à l'époque les chiffres de la délinquance. Et d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, on a beaucoup dit la délinquance explose dans les années 90-2000. On n'avait absolument aucune source sérieuse pour le mesurer. Bon, c'était très pratique de le dire, tout le monde était à peu près d'accord pour le dire, donc il y avait une espèce de consensus là-dessus. Mais rien pour objectiver effectivement le propos. Rien pour l'objectiver. Donc cet état 4001, voilà, qui existait, qui devait pouvoir servir à tout. Et puis les enquêtes de victimation qui, malheureusement, je pense, n'avaient pas à l'époque le retentissement politique, médiatique qu'elles auraient mérité, parce que c'était des outils d'une grande qualité. Et moi, une de mes premières surprises quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, c'est que elles étaient inconnues au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'au sein du ministère, la police et la gendarmerie ne savaient pas ce qu'elles étaient, à quoi elles servaient, tout ce qu'elles étaient capables de dire. Donc là, il y avait vraiment, me semble-t-il, un travail important à faire pour faire connaître aussi ce qui existait de bon depuis déjà plusieurs années. Michel Rouzeau, c'est dans ce contexte que Manuel Valls va vous confier en juin 2013 donc une mission pour analyser la situation. C'est ça, racontez-nous un petit peu le contexte, et puis ensuite on verra quelles étaient les préconisations évidemment que vous avez pu établir dans votre rapport. Alors effectivement, l'Union faisant la force, le ministre le confie à plusieurs inspections générales, en fait l'IGA, donc l'inspection du ministre, les inspections des forces, donc inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et puis pour la première fois, je crois, l'inspection générale de l'INSEE, avec déjà l'idée qu'il fallait introduire un rapprochement du monde interministériel de la statistique publique dans la réalisation même de cette mission, qui a produit un rapport. Alors je l'ai apporté, il a maintenant une valeur presque muséale, on pourrait presque le mettre dans un musée de la statistique publique. Il comporte un tome 1 ici, et qui contient le bilan des constatations faites par les inspections générales et leurs recommandations, et puis un tome 2, les annexes, qu'il faut effectivement documenter tout cela. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on nous demande un travail comme cela? On ouvre le capot, c'est-à-dire qu'on se déplace dans les services de police et de gendarmerie nationale pour regarder la manière dont, j'allais dire tout en bas de l'échelle hiérarchique, mais je dis tout en bas, mais c'est une fonction fondamentale dans la production de la statistique, comment est-ce qu'on enregistre les faits de criminalité et de délinquance, comment est-ce qu'on qualifie ces faits en termes de conformité au fameux état 4001 dont M. Clanchet a parlé à l'instant, et puis à travers les outils numériques qui sont à la disposition des services, comment tout cela remonte pour en faire une agrégation statistique. Et en fait, on était effectivement, et Renaud et M. Clanchet l'ont dit, on était dans une situation inverse de celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire le débat statistique sur la sécurité intérieure était extrêmement politisé et médiatisé, et personne ne contrôlait la manière dont les statistiques étaient produites. C'est à l'inverse de la situation actuelle, finalement.
où les choses se sont bien apaisées sur le débat, en tout cas sur la statistique, hein, mais où effectivement il y a réellement et on y viendra plus tard, un outil pleinement intégré à la statistique publique. Alors on est donc on a ouvert parce le que capot. Alors là, vous ouvrez le capot, on a bien compris, vous regardez, et qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce qu'on constate? D'abord qu'il n'y a pas de contrôle hiérarchique, c'est-à-dire que selon les endroits aussi, selon l'intérêt porté par les chefs de service à la question, il n'y a pas de vérification par la hiérarchie, notamment par la hiérarchie intermédiaire, qui est un vrai sujet dans la police et dans la gendarmerie nationale, de la manière dont les infractions sont comptabilisées. Ou alors, quand le contrôle hiérarchique se faisait, il conduisait parfois à des dérives. C'est-à-dire qu'on corrigeait, alors parfois de manière conforme à ce que devait être la qualification des faits selon le 4001, de manière conforme, pour rectifier des erreurs techniques, mais parfois aussi, et cela a été sans doute généré par la fameuse politique de chiffres, c'est-à-dire que la qualité du travail des chefs était évaluée en fonction de la production statistique. Parfois, ces corrections étaient faites pour des motifs qui n'étaient pas techniques, mais qui conduisaient sans doute à minorer donc le niveau de la délinquance dans le département ou la circonscription concernée, et donc à mieux se situer dans l'évaluation qui était faite au niveau national. D'accord, vous me disiez, parfois on décalait un petit peu de quelques jours pour que ça passe sur le mois suivant. Il y avait un décalage calendaire, effectivement, qui avait pris un tour presque caricatural dans cette grande et magnifique boutique à la préfecture de police de Paris, et puis, mais qui était présente aussi ailleurs, et pas seulement dans la police nationale, mais aussi dans la gendarmerie nationale. Et des commandants de groupement me l'ont d'ailleurs de manière claire et courageuse dit lorsque nous sommes déplacés dans les services, tout comme certains directeurs départementaux de la police nationale en province à l'époque, même si je mentionne le fait que pour la PP, ça prenait, du fait de l'importance de l'agglomération parisienne, évidemment des proportions considérables en nombre. Alors la petite anecdote statistique amusante, c'était que par exemple, et ça conduisait quand même à mettre de la poussière sous le tapis pour plusieurs milliers de faits, on passait des tentatives de cambriolage. On sait que la tentative, elle est punie et qualifiée comme l'acte, hein, mais on passait des tentatives de cambriolage en dégradation contraventionnelle, c'est-à-dire le cambriolage avait échoué, il y avait eu dégradation de la serrure, et c'était donc pas une tentative de cambriolage, c'était une dégradation et donc une contravention. Et donc, il y avait vraiment un chiffre tout à fait noir qui passait sous le tapis. Bon, ça c'est pour l'anecdote, mais elle est assez révélatrice de ce qui se passait à l'époque. Et puis, il y avait le sujet des outils numériques. Et c'est un work in progress, comme on ne devrait pas dire d'ailleurs, puisque l'évolution des logiciels de rédaction de la police et de rédaction des procédures de la police gendarmerie nationale a connu plusieurs étapes. L'aventure n'est pas terminée, on le voit aujourd'hui. Elle est complexe, et donc à l'époque nous avons mis en valeur à la fois sans doute les insuffisances de l'outil, les progrès accomplis aussi, et puis parfois les manques de cohérence entre les outils utilisés par les deux grandes forces de sécurité intérieure de ce pays. Et puis il y avait une question de gouvernance à traiter. Fallait-il rentrer effectivement dans la conformité interministérielle de la statistique publique en créant un service statistique ministériel? Il y en avait, ça a été dit, dans beaucoup d'autres ministères. On a présenté plusieurs options au gouvernement, au ministre de l'Intérieur à l'époque, dont une assez sulfureuse d'ailleurs, qui aurait conduit à rattacher ce nouveau service au Premier ministre et non pas au ministre de l'Intérieur, mais on y viendra sans doute, ce n'est pas ce qui a été choisi. Et d'ailleurs, nous n'avions pas priorisé nos recommandations, on avait évoqué cette hypothèse parmi d'autres, et puis il fallait traiter la question de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale, un outil essentiel parce qu'il y avait le quantitatif, mais aussi le qualitatif. La fameuse notion d'enquête de victimation et l'observation profonde de la nature et des composantes de la délinquance dans notre pays. Donc on a remis ce rapport en juin 2013 au ministre de l'Intérieur. Et donc je suis heureux aujourd'hui de relire dans la page de garde des noms dont certains se retrouvent aujourd'hui dans la salle. Eh ben, c'est formidable pour et d'autres exercent des responsabilités importantes, notamment Général Saint-Yves, qui à l'époque était chargé de mission à l'inspection générale de l'administration, qui aujourd'hui occupe des responsabilités importantes territoriales dans la gendarmerie nationale. Renaud Vedel, Manuel Valls reçoit le rapport de Michel Rouzeau. À la lecture, qu'est-ce qu'il prend comme décision, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs options, plusieurs hypothèses proposées par le rapport. Qui prend cette décision de création du SSMSI tel qu'il existe aujourd'hui? Bon, il y a prescription, et puis c'est quelqu'un qui assume ses positions. Ne tournons pas autour du pot. Il y avait un sujet
lié à l'ONDRP. D'ailleurs, quand Manuel Valls est arrivé au pouvoir, ses relations d'amitié anciennes avec Alain Bauer, qui datent de leurs études, ne font pas mystère. Donc Alain Bauer a démissionné. Donc il y avait le sujet de quid du prochain chapitre de l'ONDRP. Donc ce rapport a été aussi commandé pour cela, pour aider à réfléchir et à poser les choses. Et du coup, elles ont été posées avec l'indépendance d'une... Alors attention, le micro, il faut mieux qu'il suive, parce que sinon on va perdre de... Donc il y avait ce sujet-là. Donc il y avait bien l'idée qu'il fallait ouvrir un nouveau chapitre. Je pense qu'il y a eu plusieurs éléments dans la prise de décision qui était la sienne, qu'il a proposé au Premier ministre et au Président de la République. C'est, bon, d'abord, écrire une nouvelle étape avec une avancée politique à mettre au crédit de la majorité de l'époque, qui plaidait pour un geste supérieur. Je me souviens qu'il m'a demandé de me regarder ce dossier, donc je suis allé personnellement voir le président de l'autorité de la statistique publique dans son bureau, Paul Champsor, à l'époque. J'ai bien compris que la préférence du président Champsor était au fait d'intégrer complètement, de faire quelque chose qui soit dans la tradition de la statistique publique, donc créer un SSM. Personnellement, moi, je pensais que c'était intéressant de poursuivre une voie un petit peu alternative qui ne jetait pas complètement l'ONDRP, c'est-à-dire qui avait l'avantage d'avoir arrimé les deux maisons, police et justice, et donc peut-être d'avoir un travail plus progressif que le président Champsor n'avait pas exclu, en disant ça prendra plus de temps pour que vous soyez reconnu, mais si vous faites l'épreuve de la scientificité de l'organisme, c'est possible. Et puis, il y a eu aussi une équation politique, il y a une majorité parlementaire, même à l'époque, et il y avait un député du Val-de-Marne qui était plutôt sur les thèses de l'INSEE, parce qu'il était à côté du siège de l'INSEE sans doute, et qu'il fréquentait... voilà, bon. En tout cas, voilà, la décision a été prise pour plein de raisons qui sont, donc je ne vais pas les quantifier, mais c'est la voie classique qui a été choisie. Mais il y avait un débat et d'autres voies eussent été possibles. Et on a aussi peut-être... Alors l'ONDRP a continué à vivre sans la mission statistique, puis après il a été supprimé sur l'autel de la régulation budgétaire. Mais effectivement, ces missions qui étaient intéressantes, aussi de la recherche criminologique, parce que la statistique, elle est intéressante pour les forces de l'ordre, pour le fait que les agents publics rendent compte de leur administration au sens de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi pour qu'elle nourrisse la science criminologique française. Alors celle-ci, elle est très sociologique, elle produit des choses très belles. Alors je ne sais plus si c'est Dominique Montvallet ou Montvallon, enfin il y avait des grands sociologues de la police et de la gendarmerie, et en même temps, elle est trop exclusivement sociologique quand on la compare à la criminologie anglo-saxonne. Et ça, l'ONDRP était aussi censé irriguer, stimuler la recherche, accueillir des chercheurs, et ça a été totalement perdu, et je le regrette pour ma part. Ça a quand même l'avantage, j'imagine, conserver le micro, Renaud Vedel, ça fait taire quand même les polémiques. Oui, on est plus dans ça c'est très bien. La qualité et l'indépendance statistique ont produit leurs effets, et aujourd'hui on ne critique plus les mesures de la délinquance, et d'ailleurs, après, on regarde les séries, c'est très intéressant. Mais après, il faut aussi être capable de suivre, là c'est plus mon rôle d'ancien passionné de ce sujet, il faut aussi peut-être davantage faire évoluer la statistique vers la prise en compte de la vie des citoyens. Aujourd'hui, je vois qu'on continue de mesurer exclusivement des choses physiques, mais la vie numérique des Français s'est très fortement accrue dans plein de dimensions. Et je relisais le document, et par rapport au débat qui était déjà les nôtres il y a une dizaine d'années, je trouve qu'on pourrait faire davantage aussi d'efforts sur ces questions. François Clanchet, vous avez donc été le préfigurateur de ce SSMSI. Comment s'est déroulée la création du service après que la décision politique soit donc prise? Effectivement, la politique était prise, et donc moi après on m'a proposé, et puis ensuite on m'a choisi pour préfigurer ce service. Alors j'étais pas du tout un spécialiste du domaine, hein, j'arrivais du domaine de la démographie, donc je m'étais nourri du rapport de Michel Roseau, de celui de M. Quentin, voilà, et donc j'avais creusé le sujet, et je suis arrivé un peu comme néophyte, et tout de suite, alors les tensions que vous avez dites, elles étaient là, hein, j'ai été regardé quand même avec un œil un peu bizarre du côté de la police, de la gendarmerie. Tout le monde n'était pas tout à fait d'accord sur cette idée de faire arriver des statisticiens dans la maison. Il faut bien se le dire. Pour autant, on a pu faire assez rapidement plein de choses parce que les bases étaient posées, parce que les besoins existaient. Tout le monde était d'accord là-dessus. Tout le monde n'était pas d'accord sur la façon de faire, vous l'avez tout à fait dit, mais sur le besoin, techniquement, le besoin était clair. Il fallait faire parler ensemble, je crois que c'était fondamental dès le début, faire parler ensemble ces fameuses données enregistrées par les forces de sécurité. Il fallait les améliorer, et donc là-dessus, il y avait un consensus finalement. Et donc du coup, à partir du moment où les forces de police et de la gendarmerie et l'ensemble du ministère a compris que la création de ce service
pouvait permettre de faire mieux parler les données et de dire plus de choses, bah, ça s'est finalement ça s'est bien passé. Donc effectivement, il ne faut pas se cacher que les tensions avec l'ONDRP ont continué à persister parce qu'effectivement, cette décision était une demi-décision. Hein, on crée un SSM et puis on garde l'ONDRP, bah forcément, ça générait des tensions. Ben voilà, on a fait avec, on a quand même réussi les uns et les autres à progresser pendant quelques temps. Voilà, il fallait réussir à faire parler ces données ensemble et on y a réfléchi et je pense qu'on y est arrivé. Et on disait, par exemple, vous citez tout à l'heure les questions de délinquance numérique et de cyberdélinquance, mais ça c'est le sujet dans lequel, dès le départ, on s'y est attaqué. Tout à l'heure, M. Quentin parlait des violences intrafamiliales. Ben, c'était des sujets que les statistiques de la police et de la gendarmerie n'étaient pas capables de faire parler à l'époque. Et assez rapidement, on a trouvé des solutions pour les faire parler en s'appuyant aussi sur l'enquête de victimation qui, elle, les avait bien vues. Donc voilà, on a réussi assez vite à construire cette dynamique et puis à créer cette petite équipe. Je me souviens, on était 14 en septembre 2014 quand on a créé les SSM. Et à partir du moment où j'étais plus tout seul, mais où on était une petite équipe, ben on a réussi progressivement à produire. Parce que moi, mon idée au départ, c'était de dire on ne va pas réussir à répondre à toutes ces questions, à toutes ces problématiques d'un coup, ni à mettre tout le monde d'accord d'un coup. Commençons petit, créons un service, produisons des données, diffusons-la surtout. Il y avait dès le départ cette idée qu'il fallait qu'on diffuse vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi vis-à-vis des forces, hein, et vis-à-vis des préfectures aussi, qui étaient très demandeuses. Allons-y. Et puis on avancera progressivement dans le temps. D'accord, une équipe de 14 personnes, des statisticiens, des policiers, des gendarmes, c'est ça, cette équipe ? Oui, alors dès le départ, ça c'est quelque chose que j'ai très vite compris, mais il n'y a pas besoin d'être grand clair pour le trouver. Il fallait des statisticiens professionnels évidemment, parce que ça avait beaucoup manqué, ça c'était clairement dans le rapport, mais il fallait aussi des policiers et des gendarmes, et dans l'équipe de début, alors il fallait absolument équilibrer entre policiers et gendarmes, hein. Ça, c'était fondamental, hein. Il fallait autant de l'un et de l'autre, à grade équivalent, tout ça. Donc ça, j'ai appris dans les premières semaines, très vite, voilà, comment il fallait comparer ou pas les grades et les statuts. Et donc, on avait effectivement, dès le premier service, des statisticiens professionnels, des policiers, des gendarmes. C'était fondamental. Alors, je plaisante sur les questions de corps et de grade, mais quand vous créez un service que vous n'êtes pas un spécialiste, si vous n'avez pas autour de vous des personnes qui connaissent, qui comprennent comment fonctionne l'administration, qui comprennent comment fonctionnent les forces et qui comprennent aussi de quels besoins, de quoi on a besoin pour piloter, pour comprendre, etc., ben vous ne servez à rien. Alors là, si on n'avait pas fait ça, alors là, je veux dire, au bout de 3-4 ans, c'était fini. On était hors sol. Il fallait absolument qu'on dialogue effectivement avec les services, dont notamment les services du STSI carré à l'époque et mon voisin de droite. Mais il fallait aussi que parmi nous, on ait des policiers et des gendarmes pour nous dire attendez, là, non, François, là, c'est pas comme ça que ça se passe dans une brigade, c'est pas comme ça que ça se passe dans un commissariat, et c'est pas ça dont on a besoin. Si on n'avait pas eu ça autour de nous, en plus de nos champions des chiffres que nous sommes nous, on serait arrivé à rien. Michel Ronzeau. Oui, juste un point pour revenir, je disais tout à l'heure, et c'est pas pour faire plaisir aux anciennes et aux anciens de la police gendarmerie nationale qui sont ici présents, qui ont connu cette époque, mais il y avait des facteurs quand même heureusement d'ailleurs, de vertu technique dans le dispositif. Moi, je me souviens d'agents qu'on appelait, je crois, les stickers ou les stickeuses, qui n'étaient pas forcément des policiers, d'ailleurs en tout cas dans la police nationale, mais qui étaient des agents administratifs qui avaient acquis une expertise technique du 4001 très forte et qui qualifiaient très bien les faits au moment où ils avaient à traiter des plaintes qui, elles, avaient été prises par des agents de police ou de gendarmerie. Et puis, peut-être ensuite, ça se compliquait quand on remontait la chaîne statistique. Mais il y avait cet élément de vertu dont je me souviens bien pour avoir auditionné vraiment sur le terrain, en ouvrant le capot, les agents en question. Renaud Vedel, ça se passe comment l'installation à Beauvau à partir du moment où la décision est prise et où l'équipe de 14 personnes est constituée ? Là, par contre, à partir du moment où la décision est prise, il y a des petites tensions d'organisation, de négociation, etc. Il y a un enjeu énorme et le travail administratif est toujours un travail très compliqué avec des contraintes, des délais, etc. Mais là, je crois que ça se passe relativement bien. En tout cas, moi, je n'ai pas perçu de résistance ou de renaclement. Et il y a quelque chose qui m'a toujours marqué dans mon expérience au ministère de l'Intérieur, c'est qu'une fois que les décisions sont prises, elles sont très loyalement appliquées par les services. Et les pressions liées à la politique du chiffre, elles avaient à la fois... Enfin, il faut quand même aussi
rappelez, il y avait cette mythologie politique de ce qui s'était passé à New York avec le CompStat et quand même le redressement de la situation sécuritaire dans cette ville. Donc c'était ça qui était la volonté politique. Ne caricaturons pas non plus à l'extrême. Il n'y avait pas non plus une demande. Enfin, la pression, elle était aussi forte pour délivrer des résultats. Après, il y avait des débordements, mais néanmoins, cette pression. Enfin, moi, je voudrais quand même le dire en tant que témoin, c'est-à-dire que à la fois, elle a produit des résultats et elle a produit des dérives. Mais elle a quand même produit aussi des résultats en termes de politique publique. Moi, je souhaite, enfin, en tout cas, c'est l'expérience personnelle que j'en retire. C'est pas forcément politiquement correct de le dire, mais je pense que c'est bien de le dire. Alors, évidemment, l'idée, c'était de se débarrasser des dérives et de garder une forme de pression. Mais le rituel de l'ONDRP, de la présentation annuelle des statistiques de la délinquance dans lesquelles les ministres étaient obligés de se justifier, y compris devant la presse, avait quand même un peu de vertu. Et d'ailleurs, Manuel n'était pas spécialement demandeur de pérenniser ce dispositif qui a été abandonné. Et je ne crois pas qu'aucun autre ministre ne l'ait rétabli. Mais le président Sarkozy, enfin, à l'époque il était ministre, lui s'y soumettait. Et ça avait comme une certaine vertu dans le débat public. Moi, je le trouve. François Clanché, je vous vois acquiescer au propos de Renaud Vadel. Oui, alors sur effectivement le fait qu'une fois que la décision a été prise, effectivement, ça a suivi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des tensions préalables, mais moi, j'ai trouvé que c'était moins agréable que voilà. Et tout le monde a joué le jeu. Techniquement et politiquement, et notamment, alors juste une petite anecdote, mais un jour, on avait programmé, alors à partir du moment où les chiffres ont été produits par le SSMSI, c'était uniquement le SSMSI qui décidait des dates de publication et qui les annonçait à l'avance. Et un jour, une veille de publication, je reçois un coup de fil d'un conseiller de cabinet un peu zélé qui me dit « Écoutez, monsieur le directeur, ça ne tombe pas très très bien, tout ça. » Et là, je lui dis « Écoutez, non, désolé, c'est pas comme ça, c'est pas ce qui est prévu. Vous voyez avec votre patron, hein, le directeur de cabinet de l'époque, mais le SSMSI est indépendant, y compris dans la date de publication, et ça s'est arrêté là. » Voilà. Donc, effectivement, toute cette question, voilà, loyauté, etc., c'est réglé. Alors après, il y a la question de est-ce qu'après, avant, les ministres suivaient plus et moins, ou des points le rituel de la publication des chiffres, effectivement, ça a changé. Est-ce que ça a été plus ou moins efficace? Je ne me rends pas compte. Ce qui est sûr, c'est que le moment où le ministre effectivement réagissait aux chiffres, c'était sur les chiffres de l'enquête de victimation. Et ce n'était pas sur les fameux chiffres de la police et de la gendarmerie. Et je crois qu'il y avait eu, dès l'arrivée de l'ONDRP, un élément fondamental qui était de mettre en avant, ou d'essayer de mettre en avant dans le dialogue public, les enquêtes auprès de la population, et non pas seulement les chiffres de la délinquance enregistrée. Ça, je crois que ça avait été un élément fondamental que l'ONDRP avait essayé avec l'INSEE de vraiment pousser, et qui, à mon avis, tel que je le vois, n'était pas encore tout à fait passé dans le débat public au moment de la création du SSMSI. Et ça, c'était dommage. Avant de voir avec le général Touac les questions de système d'information, évidemment, qui étaient très prégnants à l'époque, Michel Roseau, juste un mot. Là, on vient d'employer à deux fois le terme d'indépendance. Dans les différentes hypothèses que vous évoquiez à travers votre rapport, il y avait évidemment cette obligation, cette nécessité d'indépendance. Ça, c'est quelque chose que vous avez traduit dans le rapport ? Oui, bien sûr. C'était évidemment l'élément fondamental pour faire, j'allais dire, aussi baisser la température politique et médiatique sur le sujet, pour objectiver et donc pour confier à des professionnels de la statistique le portage sommital du sujet, même s'il ne faut jamais oublier que la comptabilisation des faits, c'est sur le terrain, et que donc les policiers, les gendarmes, et même au niveau central, les directions centrales devenues nationales de la police nationale et puis la direction générale gendarmerie nationale sont évidemment à la base de la production. Les chiffres, ils remontent du terrain. Voilà. Simplement, il fallait que la présentation de leur agrégation soit faite par des professionnels de la statistique. Je l'ai déjà dit, je me répète un peu, mais cette notion d'indépendance, et elle avait vocation à être portée dans un rapport par une inspection générale elle-même indépendante. Alors pas au sens d'une juridiction comme le Conseil d'État, mais au sens d'un service qui est directement rattaché au ministre et dont les rapports sont signés individuellement par leurs auteurs, dotés de garanties statutaires d'indépendance. Donc ce rapport était établi pour dire les choses sans craindre de déplaire ou sans avoir la volonté de plaire. C'est ce que nous avons fait comme d'habitude. Attention, vous avez un document muséal à vos pieds, ne marchez pas dessus, je veux que vous marchez sur la trame, c'est pas grave, mais sur le rapport, ce serait dommage. Mon général,
vous étiez à l'époque donc le patron du STSI Carré. J'étais simplement un chef de bureau du STSI. Ah, chef de bureau. Oh, bah, j'avais fait une petite promotion comme ça directement dans ma question. En matière de SI, justement, quelle était la situation? Non, la situation à l'époque était guère plus reluisante, si j'ose dire, parce que côté police, nous confions le projet de refaire le système d'information statistique de la police. Ça a été dit par Michel Rousseau juste avant. C'était un système éclaté, morcelé, à 400 bases à peu près, plutôt local d'ailleurs, et les chiffres remontaient d'une manière d'abord départementale, puis vers la centrale, et enfin étaient agrégés par la police judiciaire. Côté gendarmerie, nous avions une base centrale, mais qui ne permettait pas de faire non plus beaucoup de choses. Et le défi, ça a été de fédérer l'ensemble de ces informations sur une base centrale. Ça a été dit, à disposition immédiate des plus grands chefs, et surtout une information partagée. Ça a été dit par les prédécesseurs. Vous avez une information saisie en local, envoyée par fichier Excel, par mail, avec un fichier Excel, agrégé, etc. La fiabilité, la rigueur qui a été évoquée n'était pas forcément là, en tous les cas, était questionnable. Aujourd'hui, alors ça a été un défi parce qu'on nous a laissé 15 mois pour faire quelque chose qui était attendu depuis plus de 6 ans. Ça a été un défi, et je remercie François Clonchet parce que l'arrivée du SSMSI, qui est concomitante finalement, à ce projet nous a permis sans doute d'aller plus vite, de faire prendre les décisions parfois un petit peu difficiles, plus rapidement, pour nous permettre simplement de faire un système commun. Une petite anecdote comme ça, parce que ça m'avait marqué, ça a été dit, des déplacements sur le terrain, parce qu'il faut toujours aller voir les vrais gens, comme je dis, les gens qui vraiment utilisent les systèmes avant de les changer. Et donc rencontrer des stickeuses, ça a été dit, des agents administratifs, moi dont je loue la connaissance parfaite de l'État 4001 et des règles. Mais ce qui m'avait marqué, c'est que j'avais vu des gens en 2014 qui enregistraient des informations sur une disquette. J'ai bien en 2014. Alors, quand vous découvrez ça, que vous êtes dans une DSI du ministère de l'Intérieur, ça vous marque quand même un petit peu. Alors aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle ou de cloud, c'était quand même sur des disquettes. Au final, le directeur central de la sécurité publique de l'époque, M. Pascal Lal, je me souviens, lorsque nous avons présenté le système, ça lui a permis tout simplement, en tant que directeur central, de demander à ses services une requête et de disposer en temps réel, si j'ose dire, d'informations qui, à l'époque, prenaient sans doute plusieurs jours avant de remonter, mais surtout n'étaient pas vérifiables au sens, n'étaient pas forcément celles qui ont été saisies sur le terrain, comme ça a été dit. Je pense que ça a été une aventure, en tous les cas, fédératrice au sein du service. Le service, alors c'est un peu singulier, parce que vous avez un gendarme qui vous parle du système d'information statistique de la délinquance de la police, et je me permets cette anecdote. À l'époque, il n'était déjà pas simple d'expliquer à la sécurité publique qu'elle pouvait disposer des informations de la police judiciaire, et réciproquement, parce que les gens avaient un attachement un peu patrimonial, et François Clonchet nous a aidé à décloisonner un petit peu tout cela. Mais je pense que cette aventure nous permet aujourd'hui d'avoir un système centralisé qui, depuis 10 ans, ne fait qu'évoluer. Ça a été dit par le major général tout à l'heure. Nous allons basculer en statistique lieu de commission. Ça paraît évident, mais pour le faire, encore faut-il que vous ayez un système qui a un puits de données commun. Donc cette aventure nous a permis tout cela. Je pense que ça a été vraiment fédératrice dans ce service, le STSI Carré, qui était finalement la direction du numérique commune à la police et à la gendarmerie, de franchir certaines étapes sur le partage des informations. Alors le chemin est encore long, on en parle souvent avec Christine, maintenant que j'ai basculé de l'autre côté, plutôt côté métier. Donc ça facilite peut-être un peu les choses. Ce n'est pas encore complètement abouti, mais en tous les cas, on arrive à faire des progrès, et surtout dans l'intérêt général, ça a été dit. Et puisque pour avoir été aussi un chef territorial, il est fondamental d'avoir le maximum d'informations justes, parce que ça nous éclaire quand même, et partagées pour mieux conduire l'action. Donc voilà un petit peu ce que nous avons été amenés à faire dans des conditions pas simples, mais les directeurs de l'époque et le SSMSI naissant, encore une fois, nous a vraiment aidés à réaliser cette ambition. Justement, vous aviez quelle interaction à ce moment-là avec les équipes du SSMSI? Qu'est-ce qu'ils ont pu vous apporter également dans la préparation et dans la réalisation? Alors, il y avait François, évidemment, mais il y avait aussi Pierre Greffet qui est dans la salle. Je me souviens aussi de Laure Turner, qui étaient également les deux adjoints, si j'ose dire, de François. Ils nous ont apporté des choses simples. La vision, effectivement, de professionnels de la statistique, finalement, ce qui est important de ce qui ne l'est pas, mais quelque chose de tout bête, de partager des référentiels communs, c'est-à-dire de dire, on peut avoir une vision différente, justifiée, en fonction du regard que l'on a, si on est spécialiste de la police judiciaire ou plutôt généraliste de la sécurité publique ou de la police des frontières. Mais en attendant, le SSMSI a permis de trancher certains sujets qui nous ont tout simplement permis d'avancer. Très sincèrement,
On l'aurait peut-être réussi, je n'en suis pas certain, mais en tous les cas, nous n'aurions pas été au rendez-vous d'une grosse année, on va dire, de quelque chose quand même qui était attendu depuis des années, parce que ça a été dit par les intervenants précédents, les autorités politiques attendaient un système également non discutable. Alors, on peut toujours discuter parce que c'est saisi en local, mais en attendant beaucoup moins discutable, comme ça a été dit, beaucoup plus fiable. Aujourd'hui, encore une fois, une information est saisie par un policier ou un gendarme. Alors, les systèmes sont quand même cloisonnés dans le sens du droit d'en connaître, évidemment, mais elle est disponible immédiatement à l'échelon central de la même manière. Ça change quand même considérablement, enfin, je pense que M. Pascal pourra l'évoquer peut-être plus tard, mais ça change considérablement la vision d'un chef si en centrale, il dispose de la même information qu'en local. Donc les rapports étaient quotidiens, donc d'une aventure humaine surtout qu'on retient sur tout ça, hein, c'est l'aventure humaine dans ce genre de situation un petit peu complexe, mais je pense aujourd'hui à la satisfaction de l'ensemble des unités et des services de la police et de la gendarmerie. Une véritable révolution, me disiez-vous, quand on a préparé François Clanchet. Je veux juste dire quand même que à l'époque, ces fameux chiffres de l'insécurité et de la délinquance, encore une fois, c'était plusieurs centaines d'unités de base qui envoyaient non pas des données, mais des comptages. C'était des nombres d'eux qui remontaient à Paris avec un système qui mettait 3 ou 4 jours, en gros, qui remontait, et puis on additionnait des nombres. Et assez rapidement, avec le système qu'on a mis en place en à peu près 2 ans, on s'est mis à additionner des événements. C'est-à-dire qu'on avait, je veux dire, dans nos tableaux, une ligne par cambriolage et pas une ligne par commissariat qui enregistrait des cambriolages. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'ensuite, du coup, quand effectivement la sécurité publique veut avoir des données précises par date dans le mois et pas simplement le total du mois, ou quand on veut avoir des données par commune de résidence et pas par commune d'enregistrement, ça a été dit ce matin, voilà, on peut le faire. Et évidemment, pour un préfet, ou un préfet ou un sous-préfet, quand vous êtes capable de lui faire une statistique sur sa zone et pas sur les commissariats installés dans sa zone, ça change tout. De même, on parlait tout à l'heure des violences intrafamiliales. Savoir si des coups ou des blessures ont lieu dans un domicile ou ont lieu sur la voie publique, ça c'était des données que potentiellement on a pu tirer des données, mais telles que c'était enregistré au début, la période où on est arrivé, ce n'était pas possible de le faire, tout simplement. Où il fallait redemander à chaque commissariat et à chaque brigade de refaire un autre comptage. Donc là, on a effectivement, en 2 ans, et ensemble, on a réussi à mener à bout cette petite révolution. Mais si on n'avait pas eu effectivement le STSI carré avec nous et puis la complicité de tous les services, ça, c'était pas possible. Renaud Vedel. Et ensuite, oui, rétrospectivement, moi je trouve qu'on a eu une sous-utilisation politique intelligente de la statistique, c'est-à-dire qu'elle était tellement fruste, ça monte, ça baisse à moins de 2 ans, mais c'était extrêmement pauvre et ça n'a rarement été utile dans l'élaboration de la loi, dans l'élaboration des politiques publiques, dans le fait de... Alors du coup, le débat politique, c'était il faut durcir, enfin, c'était jamais... Enfin voilà. Et ce qui est très intéressant, aujourd'hui, on est à l'ère de l'information, de la donnée, c'est la métadonnée, c'est l'enrichissement de la donnée, et c'est d'en tirer ensuite des enseignements pour faire à la fois de la criminologie, à la fois des analyses de politique publique, et évidemment, sur un phénomène qui ne peut pas être regarder de manière isolée en sécurité intérieure, qui est dans un continuum. Je sais que le mot chaîne pénale, à l'époque, défrayait, je ne sais pas s'il défraye toujours les passions, mais enfin, la délinquance, elle est consubstantiellement, elle s'analyse sur toute une chaîne qui va jusqu'à la décision du magistrat. Et ça, aujourd'hui, on en est encore assez loin. Et donc, mais je reconnais les progrès qu'on a fait, et moi, je suis frappé avec le recul de la pauvreté de l'usage qu'on a fait politiquement de la statistique publique à l'époque. Michel Rousseau. Oui, je voudrais dire que ce qu'on a dit à l'époque aussi dans le rapport, c'est qu'il fallait continuer à contrôler. Parce que de la même manière que Napoléon a dit, je crois que le bonheur de la France datait de la création des préfets, il ne fallait pas se limiter à l'idée que le bonheur de la statistique de la délinquance datait de la création du SSMI et que tout était réglé. Et donc on a bien dit que l'inspection générale de la police, elle jamais devait continuer à contrôler la manière dont la statistique était produite au niveau élémentaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, lorsque nous menons avec l'IGPN et l'IGGN, donc les 2 inspections générales des forces, des évaluations des politiques départementales de sécurité, nous commençons par regarder de près les éléments statistiques qui sont produits. Il est essentiel de continuer à avoir cette dimension de terrain qui accompagne et permet de fiabiliser l'existence d'une gouvernance nationale indépendante dans la production statistique de la délinquance. Général Touac.
Oui, juste en complément de ce qui vient d'être dit, nous avons profité au niveau des deux forces, je crois, du renforcement justement de la qualité de saisie de la donnée, du contrôle hiérarchique. Mais encore une fois, il est beaucoup plus facile de réaliser cette opération lorsque vous avez un système centralisé, alors qu'avant, quand vous avez 400 bases et que vous dépendez effectivement de gens qui vous remontent des informations, c'est beaucoup plus difficile. Donc au sein du STSCIRE, devenu l'agence du numérique, nous avons également renforcé, mis à disposition des forces un certain nombre d'outils ou d'états tout prémâchés qui permettent de contrôler au moins la fiabilité, qui parfois relève plus de l'erreur, hein, parce que les règles, François Clanchet l'a dit, les règles sont quand même d'une complexité sans nom et parfois n'ont pas tellement de sens métier. Donc on demande à des gens de faire de la statistique pour la statistique, ça a été dit, et c'est dommage parce que parfois c'est pas toujours à des fins opérationnelles. Donc on a facilité également le contrôle, la fiabilité et parfois le contrôle aussi parce que ça a été dit, ça pouvait ça et là être saisi de manière volontairement incorrecte. Donc je pense qu'on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine, grâce aussi au travail que l'on mène régulièrement avec le SSMSI et l'ensemble des directions opérationnelles de la police et de la gendarmerie pour fiabiliser les informations. Le chemin il y a encore du chemin à faire, mais je pense que les progrès sont notables dans ce domaine. François Clanchet, entre le moment où vous arrivez en tant que préfigurateur et le moment où il y a l'installation effective du SSMSI, il se passe un laps de temps relativement court, on a envie de dire, 9 mois. Oui, effectivement, le service s'est créé assez tôt. Alors, pour être très clair, on a été effectivement créé en septembre 2014, donc effectivement, on est passé de 1 à 14. Ensuite, on a mis du temps avant de publier des informations. C'est-à-dire que voilà, l'équipe se crée, se renforce, donc effectivement, on a cité quelques noms, mais ensuite, voilà, l'équipe se crée, mais ensuite, elle met du temps justement à bien faire les choses, c'est-à-dire à analyser effectivement la situation, à dialoguer avec les partenaires techniques, les partenaires politiques, et les premiers chiffres même, on les a, j'ai envie de dire, mis en ligne. On a créé le site internet. Mon souvenir, ça devait être en octobre 2015. Je ne suis pas allé rechercher l'histoire. Donc voilà, on crée vite une équipe parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Mais ensuite, on se donne le temps de la production. En revanche, moi, il y a un moment dont je me souviens particulièrement, c'est la veille de la création officielle du service. Donc, je suis convoqué dans le bureau du ministre de l'époque. Alors, entre-temps, Manuel Valls s'était appelé à d'autres fonctions, dont c'est Bernard Cazeneuve qui est venu lui succéder. Il arrivait d'ici, il arrivait de Bercy, il était responsable du budget. Donc, il me reçoit dans son bureau et il me dit, écoutez, voilà, moi, quand j'étais ministre du budget, l'INSEE me donnait les chiffres du déficit public. Il n'y avait pas de polémique sur le chiffre du déficit public. Ensuite, on s'engueulait pour savoir si j'en étais responsable ou pas. Bon. Et ça, mon travail, c'était de défendre la politique qui avait été menée. Il me dit, je voudrais que ça soit pareil avec vos données. C'est-à-dire que je voudrais que vous donniez les chiffres, qu'il n'y ait pas de polémique, parce qu'à l'époque, quand même, les polémiques sur le chiffre de la délinquance, c'était quelque chose de commun. Mais par contre, qu'on me reproche à moi l'insécurité, galopante ou pas galopante. Et je lui avais dit, bon, d'abord parce que je suis un fonctionnaire poli, mais aussi parce que j'étais d'accord avec lui, ça me va très bien comme fonctionnement. C'est-à-dire que vous me faites confiance, vous nous faites confiance pour produire une information statistique pertinente, indépendante, et puis ensuite, vous aurez à répondre de la politique. Et donc, à partir du moment où moi, ça m'allait bien, et je suis sorti assez rassuré du bureau du ministre, et j'ai pu dire aux collègues, écoutez, voilà, c'est bon, on a notre feuille de route. Et ça s'est passé à peu près comme ça. Alors, évidemment, il y a eu des hauts débats, il y a eu des difficultés techniques, il y a eu des difficultés informatiques, mais on a fini par les régler. Mais ensuite, ça s'est passé comme ça. Alors, on arrive quasiment au terme de cette table ronde. On a raconté cette histoire par le menu. Je vois que j'ai pas de questions pour le moment qui me soient arrivées ou de commentaires qui soient arrivés par SMS. Peut-être un dernier tour de table avec vous. On vient de raconter toute cette histoire. On va forcément dans la journée, évidemment, parler de l'avenir aussi. Mais peut-être vous qui avez fait partie des pères fondateurs de ce SSMSI, ou en tout cas on avait été des chevilles ouvrières, quels sont pour vous les enjeux principaux à venir pour le SSMSI et la statistique sur la sécurité intérieure pour les années à venir? Général Touac. Oui, alors c'est vous le disiez tout à l'heure, le chemin est encore long. Oui, alors là c'est plutôt l'officier de gendarmerie dans le domaine opérationnel qui va parler, pas la partie technique. Ça a été dit par le major général. Je pense 2 axes pour nous très importants. Ça a été dit, l'appariement avec les données de la justice. Ça a été dit aussi par Renaud Vedel d'une autre manière, pour mieux comprendre
un phénomène qu'on est à l'origine de la saisie, nous, force de police et de gendarmerie, mais pour autant, on a une incapacité à savoir ce qu'il advient derrière. Alors, il y a le projet aussi procédure pénale numérique qui rentre un peu dans ce volet-là. Je pense que l'appariement avec les données de la justice est un gisement vraiment de performance pour nous, pour mieux comprendre et du coup pour mieux adapter nos modes d'action par rapport à certains phénomènes de délinquance. Le deuxième sujet, le major général l'a dit, les flux, parce que évidemment nous faisons beaucoup trop d'analyses statistiques basées sur des gens qui résident à des endroits. Et en l'espèce, les flux de circulation sont beaucoup plus importants. Avoir accès à des données beaucoup plus performantes, et le SSMSI, les SSM en général savent faire du recollement. Alors moi je dis comme ça, vous m'excuserez pour l'approximation, d'informations, ça nous sera très précieux. Encore une fois, vraiment à vocation opérationnelle, sans compter évidemment les publications qu'on apprécie de lire, ça a été dit. Mais vraiment ces deux axes pour moi représentent vraiment un chemin très important pour nous au niveau dans les années à venir. Voilà, cet appariement avec le SSM Justice, on en parlera au cours de la journée puisqu'on aura le directeur du SSMJ qui sera avec nous. François Clanchet, sur les enjeux. Moi, je crois que l'enjeu, alors, moi, j'ai quitté le service, donc je ne connais pas le détail de ce qui se passe. Je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est que le SSMSI soit le plus utile possible à la police et à la gendarmerie dans la construction de leur politique, dans l'évaluation de leur politique, en faisant parler en même temps, et ça c'est un leitmotiv, les enquêtes de victimisation, enfin, notamment la nouvelle enquête de victimisation dont maintenant s'occupe le SSM, et les données qui sont recueillies par les forces de police et de la gendarmerie. Je pense que encore beaucoup dans le ministère, ce dont on parle, avant tout, ce sont les chiffres de la délinquance telle qu'elle est enregistrée dans les services. Et il faut penser que la délinquance telle qu'elle est vécue ou l'insécurité telle qu'elle est vécue par nos citoyens est beaucoup mieux et beaucoup plus fidèlement mesurée par les enquêtes auprès de la population que par les données enregistrées dans les brigades et dans les commissariats, quelle que soit, encore une fois, l'amélioration du système. Et il faut vraiment faire parler les deux. C'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Et je pense qu'il faut que tout le monde comprenne bien cette articulation, que le SSMSI l'illustre encore et toujours, et c'est surtout l'illustre vis-à-vis du ministère, parce qu'on a fait cette réforme, évidemment, vis-à-vis du grand public. La statistique publique, elle parle au grand public, mais elle parle aussi, ça a été redit dans le tout premier diaporama, elle parle aussi à nos acteurs publics, à nos ministres, à nos décideurs, et aussi à nos acteurs publics locaux, à ceux qui font la sécurité sur le territoire. Et je pense que la capacité du SSMSI à vraiment parler aux acteurs de la sécurité au quotidien, elle est fondamentale, et en s'appuyant sur toutes ces sources. Michel Rousseau. Oui, peut-être deux points. Un petit peu poil à gratter. Bon, il faut que le ministère de l'Intérieur continue à progresser en termes de direction de projet des grands systèmes d'information. Des progrès ont été faits, mais il faut sortir des accidents industriels sur les logiciels de rédaction de procédures. On s'y emploie, il faut continuer, je pense. Et puis, le deuxième point, c'est le regard sur la délinquance du quotidien. Évidemment, l'accent est mis aujourd'hui très fortement. Alors, il y a eu en 2015, un an après, je le disais à Renaud Vedel, rappelez Renaud Vedel qui le sait bien, un an après la création du service, il y a eu les attentats, il y a eu Charlie, le Bataclan, et donc les choses se sont déplacées, le regard public, politique, s'est déplacé sur le terrorisme, aujourd'hui le narcotrafic et son expansion croissante. Pas oublier effectivement la délinquance du quotidien, et qui est un élément essentiel du regard qu'on peut avoir, et puis de la restauration de la confiance entre les forces de sécurité intérieure et les populations. Je pense au rapport très intéressant de Pascal Lal et consorts sur la restauration de la confiance entre la police et la population. Voilà les deux points sur lesquels moi je mettrais l'accent pour conclure. Renaud Vedel. Deux ou trois points. Je pense que structurellement, les ministres de l'Intérieur n'auront jamais forcément un désir effréné de transparence, et en plus, les deux ministres Intérieur-Justice encore moins de travailler ensemble parce que leurs maisons sont antagonistes, etc. Même soudain, j'ai basculé du côté ministère de la Justice, d'ailleurs, officiellement. Je pense que sans l'intervention de la présidente Elbaum et du directeur de l'INSEE, je pense qu'il leur appartient à eux aussi de suggérer une intégration plus forte des statistiques et de la chaîne statistique. Ça, je pense que c'est majeur. Et on n'a pas énormément progressé en 10 ans. Et de ce point de vue, l'ONDRP, sa disparition a été même... on a gagné en scientificité, mais on a un peu perdu sur un truc qui était en germe, petit germe, mais qui était en petit germe.
Le deuxième sujet peut-être, et là ce sont mes nouveaux centres de préoccupation des politiques publiques numériques, c'est que la vie des Français s'est vraiment transformée vers le numérique, et j'ai pu, dans le bureau d'en face, pendant 2 ans, voir qu'il y a aujourd'hui énormément de phénomènes qui sont alors de la délinquance, de la contravention, de l'arnaque, etc., qui touchent vraiment le quotidien des Français, qui créent aussi de la méfiance. Le numérique est un facteur de division sociale. Il y a une vraie illittératie numérique, d'ailleurs, qui ne recoupe pas. Et là, les gens les plus éloignés sont encore plus méfiants du fait de ces arnaques. Donc là, je pense que le service public doit se mettre sur ces sujets, le mesurer et aussi y répondre davantage. Mais pour y répondre davantage, il faut le mesurer, parce que sinon les autorités publiques ne vont pas forcément, et politiques ne vont pas s'en saisir. Le troisième sujet aussi, c'est peut-être, quand je vois qu'effectivement il y a une vicissitude depuis 20 ans que je connais un peu ces sujets des logiciels de rédaction de procédures, je suis un peu inquiet parce qu'aujourd'hui les technologies, le traitement automatique du langage naturel permettrait d'enrichir fortement les données de manière automatique, pas trop coûteuse, avec un peu moins de précision que le contrôle manuel, mais enfin malgré tout beaucoup moins de coûts. Et là, ça suppose de s'y mettre aussi et d'harnacher ces technologies pour créer des métadonnées. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la recherche. Je pense que la criminologie française a encore beaucoup de travail à faire, mais qu'elle ne fera sa mue que si on lui donne des données. Et depuis quelques années, on ne parle plus pas uniquement de statistiques publiques, on parle aussi de plus en plus d'open data. Et le service public, tout service public doit faire de l'open data, et un open data riche. Et là, je pense qu'on peut encore faire des progrès pour les années à venir. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec nous ce matin pour raconter cette histoire de la création du SSMSI. Merci beaucoup.